Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je commençais à croire qu'enfin le lieutenant de police Pacino n'avait plus de cas compliqués à résoudre. Il y avait bien 6 mois qu'il ne m'avait pas rendu visite. Quoique, j'aurais dû m'en douter. Le territoire placé sous sa juridiction n'est jamais calme bien longtemps. Et puis, dois-je l'avouer, j'aime bien jouer au détective. Mais cette fois, le lieutenant Pacino ne me demandait pas de l'aider à trouver un meurtrier. Non, le meurtrier, il l'avait. Il l'avait sous la main. Mais comme il avait également un doute et que l'affaire le touchait de très près, il me demandait, le croiriez-vous, de l'aider à innocenter son suspect. Tout a commencé mardi soir. J'étais sur le point de quitter le laboratoire où j'exerce en tant que médecin légiste quand Pacino est entré, comme d'habitude, sans frapper, en tenant par le bras une jolie petite brunette, le genre de fille que mon brave vieux père aurait qualifié de perdrix dodue. Pour l'heure, la perdrix avait les yeux tout rouges à force d'avoir pleuré. Quant à Pacino, il avait l'air moitié en colère, moitié honteux. « Docteur Hoffman, voici ma nièce, Dana. J'ai déjà dû vous en parler, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas le temps de répondre que Dana a déjà fait 2 pas vers moi, le regard suppliant. « Vous êtes le seul qui puissiez nous aider, Dr Hoffman. Tout se présente mal. Je sais que Larry n'a pas pu faire ça, et pourtant, personne d'autre n'est allé là-bas. » Il a doucement. Enfin, lieutenant, si vous me résumiez d'abord les chapitres précédents. Voilà, docteur. Larry est son fiancé. Je l'ai arrêté sous l'inculpation de meurtre au 1er degré. Mais Dana est persuadée que Larry est innocent. Je lui ai souvent parlé de vous et maintenant, elle s'attend à ce que vous fassiez un petit miracle comme d'habitude. Docteur Hoffman, vous pourriez vous y mettre demain. Remarquez, les preuves sont accablantes, mais Dana n'est pas convaincue du tout et, pour être honnête, j'ai du mal à imaginer Larry tuant un vieil homme pour de l'argent. De plus, la victime, le colonel McGray, se trouve être l'oncle de Larry, voyez-vous. Soyez chic, Hoffman. Essayez de m'aider une fois encore. Bien. Si vous me racontiez d'abord toute l'histoire, lieutenant. Eh bien, voilà, docteur. La victime est donc le colonel McGray, l'oncle de Larry. C'est un ancien officier d'active âgé de 70 ans. Hier matin, de très bonne heure, il est allé sur sa plage privée avec son chien, comme d'habitude. Il a pataugé un peu sur le bord, puis il s'est assoupi sur une couverture. Et c'est pendant son petit somme que quelqu'un s'est approché de lui et lui a fracassé le crâne avec le lourd pommeau de l'une de ses cannes. Il semblerait bien que le meurtrier soit son neveu Larry, 24 ans, qui habite lui aussi la maison. Et le motif, lieutenant? L'argent, bien sûr, docteur. McGray en avait à l'appel. Larry n'est pas son principal héritier, voyez-vous, mais 150 000 $, c'est toujours bon à prendre à son âge. Larry veut être médecin et Dana prétend qu'il n'avait pas besoin d'argent, n'est-ce pas? Son oncle devait l'entretenir jusqu'à la fin de ses études. Mais une fortune rapide peut tenter même un futur médecin. Oh oui, et pas seulement les futurs médecins, lieutenant. Mais comment au juste êtes-vous arrivé à la conclusion que Larry était l'assassin?
Eh bien, parce qu'il a agi comme un idiot, docteur. Comme un idiot, en laissant traîner assez d'indices pour faire condamner même un archange. Mais Pacino sort de la poche de son vieil impère un plan sur lequel sont indiquées la position du corps sur la plage et les empreintes de pas. Les empreintes du colonel et celles du meurtrier. Avant la promenade matinale du colonel, le sable était vierge de toute trace, lissé qu'il était par la marée de la veille au soir. Nous avons trouvé les empreintes du colonel allant de l'escalier jusqu'à la mer, puis de la mer jusqu'à l'endroit où il s'est couché sur sa couverture. Puis, il y a les traces de Larry qui vont de l'escalier jusqu'à son oncle couché et qui retournent à l'escalier. Aucune autre empreinte, si ce n'est celle du chien du colonel, trace que l'on voit partout sur la plage. On ne peut accéder à la plage que de la maison ou de la mer. Pas moyen d'y arriver par les côtés, dominés par des falaises à pic. Bien sûr, j'ai vérifié toutes les empreintes, bien que cela n'ait pas été vraiment nécessaire. Larry reconnaît être descendu voir son oncle sur la plage vers 7h, 7h30, alors que le reste de la famille dormait encore. Et il nous a même dit qu'il s'était disputé avec son oncle, ce qui n'était pas la première fois. Le colonel ne voulait pas qu'il épouse Dana, une pauvre fille sans dot, disait-il. Le vieux aurait été bien capable de lui couper les vivres. Quant à l'arme du crime, c'est la canne favorite du colonel. On l'a retrouvée dans la maison, dans son propre placard et sommairement essuyée. Il y reste encore du sang et quelques cheveux, mais le laboratoire n'a rien pu tirer des empreintes. Ça, c'est beaucoup plus embêtant, lieutenant. Bien, je ferai l'autopsie dès que le corps sera à l'hôpital. Pendant ce temps, établissez-moi donc une liste de suspects, mais pas trop longue, n'est-ce pas? Oh, docteur Hoffman, les suspects, c'est pourtant pas ce qui manque. Il y a 4 autres héritiers qui vivent dans la maison, et le colonel n'a jamais été un homme très apprécié, pas plus dans l'armée qu'ailleurs. Et des suspects volants, lieutenant, il y en a combien? Parce que, croyez-moi, il faudrait des ailes ou un moyen de transport aérien pour expliquer comment le colonel a pu être tué sans que le meurtrier laisse des traces sur le sable. En disant ça, j'ai dû avoir l'air drôlement convaincu de la culpabilité du jeune Larry. Dana fond en larmes et sort de la pièce en courant, suivi de son oncle, le lieutenant Pacino. Oui, le jeune Larry fait décidément un suspect idéal. Car a-t-on jamais vu un assassin commettre son crime, puis s'envoler à tire d'aile? Mais ne nous hâtons pas de conclure. La vie nous réserve parfois des surprises, comme vous le constaterez dans quelques instants. Le lieutenant de police Pacino a fait appel à moi, son ami, Dr. Hoffman, médecin légiste, pour l'aider à trouver le meurtrier d'un colonel en retraite. Pacino a bien un suspect idéal, Larry, le fiancé de sa propre nièce, qui est aussi le neveu du très riche colonel, mais Larry jure ses grands dieux qu'il n'a pas tué son oncle. Pourtant, ce sont ces traces de pas que l'on a trouvées près du cadavre du colonel. Alors, si ce n'est pas Larry l'assassin, qui est-ce? Et, fait plus troublant encore, comment cet assassin a-t-il pu quitter le lieu de son crime? Puisqu'il n'y a aucune autre trace que celle laissée par le colonel avant sa mort et celle de son neveu Larry. Le corps du colonel arrive 2 heures plus tard et comme je n'ai rien d'urgent en train, je me mets aussitôt à l'œuvre. Le colonel McGray a bien été tué d'un éclatement de la boîte crânienne. J'ai à peine terminé que Pacino arrive avec l'arme du crime, la fameuse canne à pommeau d'argent. Lieutenant, McGray a bien été tué d'un coup sur la tête. Voyons cette
canne. Oui, à première vue, cela ne fait guère de doute. Le lourd pommeau en forme d'œuf a très probablement fracassé le crâne du colonel. Décidément, les chances du jeune Larry commencent à s'amenuiser sérieusement. J'avais eu le temps auparavant de faire l'examen de sang facile et rapide, puisqu'il suffisait de comparer les groupes, et aussi j'avais eu le temps d'examiner les cheveux au microscope. Pas de doute de ce côté-là. Pacino regarde les résultats et devient si pâle qu'il fait peine à voir. Écoutez, Pacino, histoire de vous remonter le moral, si on s'intéressait un peu aux autres suspects. Si vous voulez, Dr. Hoffman. Il y a les 2 fils du colonel, Harry et Wallace. Il y a aussi un cousin, Gordon Wheeler. Il y a 3 domestiques, mais eux n'ont aucun motif de tuer leur maître. Leur avenir était assuré que le colonel vive ou non. L'héritage de McGray représente plus de 2 millions de dollars. Les 2 fils touchent 500 000 dollars chacun. Larry 150 000 et le cousin Wheeler 100 000. Le reste de la fortune ira au musée local à condition qu'il expose en permanence toute la collection d'armes du colonel McGray. Mais tout ça ne nous avance pas beaucoup, n'est-ce pas, docteur? Dites-moi, j'ai pensé à une chose. Si on allait faire un tour à la maison du colonel demain? C'est une excellente idée, lieutenant. Alors, à demain. Le lendemain matin, à 10 heures, nous nous retrouvons à la maison du colonel. L'endroit est assez imposant. C'est une grande maison spacieuse de 2 étages avec, par derrière, un escalier pour descendre les 20 mètres de rocher conduisant à la plage privée. Je ne perdrai pas de temps à vous décrire les membres de la famille, tous en bonne santé, du genre athlétiques et fonceurs. Ils ont l'air sincèrement désolés pour Larry, mais ne doutent pas un seul instant de sa culpabilité. En revanche, la collection d'armes du Moyen-Âge du colonel aurait mérité une visite détaillée. Les murs sont couverts de dagues, de haches de guerre, de lances, de piques, d'arquebuses. Il y a aussi des armures magnifiquement astiquées. Le cousin Gordon Wheeler, conservateur de ce musée familial, est visiblement très fier de cette collection et, à force de faire des recherches pour le colonel, il est devenu lui-même un expert dans le maniement de toutes ces armes. Pacino et moi avons même droit à quelques démonstrations de toute beauté. Seulement, voilà. Rien de tout ça nous fait avancer. Le soir, une fois de retour chez moi, je me sers un whisky bien tassé et je m'installe dans mon fauteuil préféré, où je me livre à un de mes petits jeux favoris. Laisser galoper mon imagination dans toutes les directions, échafauder les hypothèses les plus farfelues, puis agiter le tout en espérant que dans ce fouillis, je finirai bien par trouver une perle. Et si le meurtrier avait porté des chaussures aux empreintes imitant celles d'un chien? Non, c'est idiot. Idiot. Un chien pèse environ 30 ou 35 kilos répartis sur 4 pattes. Un homme de 80 kilos laisserait forcément des empreintes plus profondes. Or, la photo est nette. Les empreintes du chien étaient légères. Et si on s'était approché par la mer, à la nage sous-marine? Non, c'est stupide aussi. Toujours cette maudite histoire de traces sur le sable. Découragé, je fixe la canne d'un air vague. Puis, petit à petit, beaucoup moins vague, mais oui, bien sûr, ça ne peut être que ça, l'idée. Je sors ma loupe et j'examine la ferrure de métal qui se trouve à l'extrémité de la canne. C'est bien ce que je pensais.
Il y a là 2 rainures peu profondes, mais bien réelles, au travers de la surface du bout de la canne. Une fois passée dedans, une ficelle bien tendue ne risquait pas de glisser de l'extrémité de la ferrure. On s'était donc servi d'un arc, forcément. Quoi de plus facile que de placer la tige d'ébène dans la fente de l'arc, bien tendue, la poignée en avant, et ensuite, depuis l'escalier, de viser l'homme étendu sur le sable. Projeté avec toute la force d'un ressort métallique, la canne devait vous fracasser le crâne d'un homme comme rien. Fébrilement, je commence à faire les 100 pas. Voilà pourquoi il n'y avait pas de trace. Le meurtrier n'avait même pas eu besoin de quitter l'escalier. Et tout à coup, je m'arrête pile de marcher. Ma belle hypothèse vient de tomber à l'eau, car on n'avait pas retrouvé la canne près du corps, mais dans le placard, à l'intérieur de la maison. Alors, comment le tireur a-t-il pu la récupérer, cette canne, sans laisser de traces sur le sable? Cette fois, c'est sûr. C'est sûr, je tiens le bon bout. J'examine de nouveau la canne en commençant par la ferrure, et puis je remonte, le long de la canne vers le pommeau. Au milieu de la tige bien polie, je vois quelque entaille. Oh, pas bien profonde, d'accord, mais le bois est très dur. Puis je regarde encore la photo. Cette fois, il n'y a plus de doute. J'ai trouvé. C'est forcément ça. Seulement, toute hypothèse doit être prouvée. Le plus borné des flics vous le dira, et Pacino n'a rien d'un flic borné. Je lui passe aussitôt un coup de téléphone pour lui demander de me retrouver sur la plage le lendemain à 8 heures du matin. En chemin, il devra demander à l'un des non-suspects, la cuisinière par exemple, d'amener le chien du colonel, un dalmatien répondant au nom de Gustave Adolphe, car il me faut quelqu'un que le chien connaisse bien, à qui il ait l'habitude d'obéir. Le lendemain matin, sur la plage, je montre aussitôt à Pacino les marques sur la canne. Ces marques ont été faites par des dents, Pacino. Puis je lui expose ma théorie de l'arc. Gustave Adolphe, le dalmatien, pataugeait au bord de l'eau avec des petits jappements joyeux. À notre demande, la cuisinière, un peu étonnée, mais pleine de bonne volonté, va se planter en haut de l'escalier et lance la canne vers l'eau. Et le chien se précipite aussitôt en aboyant, prend la canne dans sa gueule et la rapporte à la domestique. Et voilà, Pacino. Tout ce que le meurtrier a eu à faire, ça a été de lancer la canne avec l'arc, puis de crier « Apporte !» Ce qui explique qu'il n'y ait pas la moindre trace de pas sur le sable. Pacino jette au chien un regard mauvais. Drôle de mentalité, ce chien. Au lieu de filer un bon coup de dent au meurtrier de son maître, il l'aide gentiment à s'en sortir. Oh, ne soyez pas si dur avec lui, Pacino. Vous ne pouvez pas demander à ces pauvres bêtes de comprendre un meurtre. Pour cela, il faut déjà une intelligence supérieure, celle d'un Gordon Wheeler, par exemple, car c'est forcément lui, l'expert en maniement d'armes médiévales. Maintenant que j'y pense, il nous a fait des tas de démonstrations, mais il s'est bien gardé de nous en faire une au tir à l'arc. Il n'en a même pas parlé. C'est assez significatif, non? En effet, Dr. Hoffman, je ne doute pas un instant que c'est bien ainsi que les choses se sont passées. Mais avez-vous une idée sur la manière de le prouver devant un tribunal? Ça ne va pas être facile, lieutenant.
À part les rainures pour passer la corde de l'arc et les marques de dents de chien sur la canne, nous n'avons aucune preuve concrète. » Une preuve concrète, Dr. Hoffman, mais je vous en fabrique une quand vous voulez, moi, de preuves concrètes. Le plus vieux truc du monde. Ce soir, ce cher Gordon Wheeler va recevoir un coup de téléphone anonyme. Quelqu'un lui décrira les principaux détails du meurtre en lui affirmant qu'il en a été le témoin et qu'il demande à être payé pour son silence. Wheeler étant coupable, ça ne fait plus aucun doute. Il voudra forcément rencontrer ce monsieur X pour le payer ou pour le tuer. Nous le prendrons la main dans le sac, si je puis dire, avec des témoins. Mais il faudra d'abord s'assurer que la cuisinière ne mange pas le morceau, si je puis dire. Heureusement que Gustave Adolphe, lui, est muet. Pacino avait raison. Le piège a fonctionné à merveille, ce qui était logique. La plus grande peur des meurtriers, c'est toujours d'être surpris par un témoin oculaire. Le jour de son mariage avec Larry, quelques mois plus tard, Dana m'a dit qu'elle appellerait son premier garçon comme moi, Robert. Je lui ai suggéré de l'appeler plutôt Gustave Adolphe. Ça vous a quand même beaucoup plus de classe. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.